Discours sur le colonialisme, 1955. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance, le problème du prolétariat et le problème colonial. Que, déférée à la barre de la raison, comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier et que, de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chances de tromper. L'Europe est indéfendable. Il paraît que c'est la constatation que se confient tout bas les stratèges américains. En soi, cela n'est pas grave. Le grave est que l'Europe est moralement, spirituellement indéfendable. Et aujourd'hui, il se trouve que ce ne sont pas seulement les masses européennes qui incriminent, mais que l'acte d'accusation est proféré sur le plan mondial par des dizaines et des dizaines de millions d'hommes qui, du fond de l'esclavage, s'érigent en juges. On peut tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique noire, sévir aux Antilles. Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs maîtres provisoires mentent, donc que leurs maîtres sont faibles. Et puisqu'aujourd'hui, il m'est demandé de parler de la colonisation et de la civilisation, allons droit au mensonge principal à partir duquel prolifèrent tous les autres. Colonisation et civilisation. La malédiction la plus commune en cette matière est d'être la dupe de bonne foi d'une hypocrisie collective, habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu'on leur apporte. Cela revient à dire que l'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale « qu'est-ce ?» en son principe que la colonisation, de convenir de ce qu'elle n'est point, ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du droit, d'admettre une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force, avec, derrière, l'ombre portée, maléfique, d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée, de façon interne, d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ses économies antagonistes. Poursuivant mon analyse, je trouve que l'hypocrisie est de date récente, que ni Cortés découvrant Mexico du haut du grand Teocalli, ni Pizarre devant Cusco, encore moins Marco Polo devant Cambaluc, ne protestent d'être les fourriers d'un ordre supérieur, qu'ils tuent, qu'ils pillent, qu'ils ont des casques, des lances, des cupidités, que les baveurs sont venus plus tard, que le grand responsable dans ce domaine est le pédantisme chrétien, pour avoir posé les équations malhonnêtes, christianisme égale civilisation, paganisme égale sauvagerie, d'où ne pouvaient que s'en suivre d'abominables conséquences colonialistes et racistes, dont les victimes devaient être les Indiens, les jaunes, les nègres. Cela réglé, j'admets que mettre des civilisations différentes en contact les unes avec les autres est bien, que marier des mondes différents est excellent, qu'une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même s'étiole, que l'échange est ici l'oxygène, et que la grande chance de l'Europe est d'avoir été un carrefour, et que d'avoir été le lieu géométrique de toutes les idées, le réceptacle de toutes les philosophies,
le lieu d'accueil de tous les sentiments, en a fait le meilleur redistributeur d'énergie. Mais alors je pose la question suivante. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact? Ou si l'on préfère, de toute manière, d'établir le contact, était-elle la meilleure? Je réponds non. Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie, que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit comme c'est curieux, mais bah c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries, que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice, que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil dessus, on l'a légitimé, parce que, jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens, que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable, et qu'il sourd, qu'il perce, qu'il goûte, avant de l'engloutir dans ses eaux rougies, de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme, et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation de l'homme blanc, et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les Koulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme, d'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait sordidement raciste. J'ai beaucoup parlé d'Hitler, c'est qu'il le mérite. Il permet de voir gros et de saisir que la société capitaliste, à son stade actuel, est incapable de fonder un droit des gens, comme elle s'avère incapable de fonder une morale individuelle. Qu'on le veuille ou non, au bout du cul-de-sac Europe, il y a Hitler. Au bout du capitalisme désireux de se survivre, il y a Hitler. Au bout de l'humanisme formel et du renoncement philosophique, il y a Hitler. Et dès lors, une de ces phrases s'impose à moi. Nous aspirons non pas à l'égalité, mais à la domination.
le pays de race étrangère devra redevenir un pays de serfs, de journaliers agricoles ou de travailleurs industriels. Il ne s'agit pas de supprimer les inégalités parmi les hommes, mais de les amplifier et d'en faire une loi. Cela sonne net, hautain, brutal, et nous installe en pleine sauvagerie hurlante, mais descendons d'un degré. Qui parle? J'ai honte à le dire, c'est l'humaniste occidental, le philosophe idéaliste. Qu'il s'appelle Renan, c'est un hasard. Que ce soit tiré d'un livre intitulé « La réforme intellectuelle et morale », qu'il ait été écrit en France au lendemain d'une guerre que la France avait voulu du droit contre la force, en dit long sur les mœurs bourgeoises. Mais descendons encore d'un degré. Et c'est le politicien verbeux. Qui proteste? Personne que je sache. Lorsque M. Albert Sarraut, tenant discours aux élèves de l'école coloniale, leur enseigne qu'il serait puéril d'opposer aux entreprises européennes de colonisation un prétendu droit d'occupation et je ne sais quel autre droit de farouche isolement qui pérenniserait en des mains incapables la vaine possession de richesses sans emploi. Et qui s'indigne d'entendre un certain révérend père Barde assurer que les biens de ce monde, s'ils restaient indéfiniment répartis, comme ils le seraient sans la colonisation, ne répondraient ni aux desseins de Dieu, ni aux justes exigences de la collectivité humaine. Personne. Je veux dire, pas un écrivain patenté, pas un académicien, pas un prédicateur, pas un politicien, pas un croisé du droit et de la religion, pas un défenseur de la personne humaine. Où veux-je en venir? À cette idée que nul ne colonise innocemment, que nul non plus ne colonise impunément, qu'une nation qui colonise, qu'une civilisation qui justifie la colonisation, donc la force, est déjà une civilisation malade, une civilisation moralement atteinte, qui, irrésistiblement, de conséquence en conséquence, de reniement en reniement, appelle son Hitler, je veux dire son châtiment. Colonisation, tête de pont dans une civilisation de la barbarie d'où, à n'importe quel moment, peut déboucher la négation pure et simple de la civilisation. J'ai relevé dans l'histoire des expéditions coloniales quelques traits que j'ai cités ailleurs tout à loisir. Cela n'a pas eu l'heure de plaire à tout le monde, il paraît que c'est tiré de vieux squelettes du placard. Voir. Était-il inutile de citer le colonel de Montagnac, un des conquérants de l'Algérie? Pour chasser les idées qui m'assiègent quelquefois, je fais couper des têtes, non pas des têtes d'artichauts, mais bien des têtes d'hommes. Convenait-il de refuser la parole au comte d'Hérisson? Il est vrai que nous rapportons un plein baril d'oreilles récoltées pair à pair sur les prisonniers, amis ou ennemis. Fallait-il refuser à Saint-Arnaud le droit de faire sa profession de foi barbare? On ravage, on brûle, on pille, on détruit les maisons et les arbres. Fallait-il empêcher le maréchal Bugeaud de systématiser tout cela dans une théorie audacieuse et de se revendiquer des grands ancêtres? Il faut une grande invasion en Afrique qui ressemble à ce que faisaient les Francs, à ce que faisaient les Goths. Il prouve que la colonisation, je le répète, déshumanise l'homme même le plus civilisé, que l'action coloniale, l'entreprise coloniale, la conquête coloniale, fondée sur le mépris de l'homme indigène et justifiée par ce mépris, tend inévitablement à modifier celui qui l'entreprend, que le colonisateur qui, pour se donner bonne conscience, s'habitue à voir dans l'autre la bête, s'entraîne à le traiter en bête, tend objectivement à se transformer lui-même en bête. C'est cette action, ce choc en retour de la colonisation qu'il importait de signaler. Partialité, non. Il fut un temps où de ces mêmes faits on tirait vanité, et où, sûr du lendemain, on ne mâchait pas ces mots. Une dernière citation. Je l'emprunte à un certain Carl Siget, auteur d'un essai sur la colonisation. Les pays neufs sont un vaste champ ouvert aux activités individuelles, violentes, qui, dans les métropoles, se heurteraient à certains préjugés,
à une conception sage et réglée de la vie et qui, aux colonies, peuvent se développer plus librement et mieux affirmer par suite leurs valeurs. Ainsi, les colonies peuvent, à un certain point, servir de soupape de sûreté à la société moderne. Cette utilité serait-elle la seule? Elle est immense. En vérité, il est des tares qu'il n'est au pouvoir de personne de réparer et que l'on n'a jamais fini d'expier, mais parlons des colonisés. Je vois bien ce que la colonisation a détruit. Les admirables civilisations indiennes, et que ni Deterding, ni Royal Dutch, ni Standard Oil ne me consoleront jamais des Aztèques ni des Incas. Je vois bien celles, condamnées à terme, dans lesquelles on a introduit un principe de ruine, Océanie, Nigeria, Nyasaland. Je vois moins bien ce qu'elle a apporté. Sécurité, culture, juridisme. En attendant, je regarde et je vois. Partout où il y a face à face, colonisateurs et colonisés, la force, la brutalité, la cruauté, le sadisme, le heurt, et en parodie de la formation culturelle, la fabrication hâtive de quelques milliers de fonctionnaires subalternes, de boys, d'artisans, d'employés de commerce et d'interprètes nécessaires à la bonne marche des affaires. J'ai parlé de contact. Entre colonisateurs et colonisés, il n'y a de place que pour la corvée. L'intimidation, la pression, la police, l'impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie des élites décérébrées, des masses avilies. Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l'homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chiourme, en chicotte et l'homme indigène en instrument de production. À mon tour de poser une équation, colonisation égale chosification. J'entends la tempête, on me parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, de niveau de vie élevé au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, de cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificence artistique anéantie, d'extraordinaires possibilités supprimées. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leurs dieux, à leurs terres, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui l'on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. On m'en donne plein la vue de tonnages de coton ou de cacao exportés, d'hectares d'oliviers ou de vignes plantées. Moi, je parle d'économie naturelle, d'économie harmonieuse et viable, d'économie à la mesure de l'homme indigène, désorganisée, de culture vivrière détruite, de sous-alimentation installée, de développement agricole orienté selon le seul bénéfice des métropoles, de rafles de produits, de rafles de matières premières. On me targue d'abus supprimés. Moi aussi, je parle d'abus, mais pour dire qu'aux anciens, très réels, on en a superposé d'autres, très détestables. On me parle de tyrans locaux mis à la raison, mais je constate qu'en général, ils font très bon ménage avec les nouveaux, et que de ceux-ci aux anciens et vice-versa, il s'est établi, au détriment des peuples, un circuit de bons services et de complicité. On me parle de civilisation, je parle de prolétarisation et de mystification. Pour ma part, je fais l'apologie systématique des civilisations para-européennes. Chaque jour qui passe, chaque déni de justice, chaque matraquage policier, chaque réclamation ouvrière noyée dans le sang, chaque scandale étouffé, chaque expédition punitive, chaque quart de CRS, chaque policier, chaque milicien nous fait sentir le prix de nos vieilles sociétés. C'étaient des sociétés communautaires, jamais de tous pour quelques-uns. C'étaient des sociétés pas seulement anticapitalistes, comme on l'a dit, mais aussi anticapitalistes. C'étaient des sociétés démocratiques toujours. C'étaient des sociétés coopératives, des sociétés fraternelles. Je fais l'apologie systématique des sociétés détruites par l'impérialisme. Elles étaient le fait. Elles n'avaient aucune prétention à être l'idée. Elles n'étaient, malgré leurs défauts, ni haïssables ni condamnables. Elles se contentaient d'être. Devant elles n'avait de sens ni le mot échec, ni le mot avatar. Elles réservaient intact l'espoir. Au lieu que ce soit les seuls mots que l'on puisse,
en toute honnêteté appliquée aux entreprises européennes hors d'Europe. Ma seule consolation est que les colonisations passent, que les nations ne sommeillent qu'un temps et que les peuples demeurent. Cela dit, il paraît que dans certains milieux, l'on a faim de découvrir en moi un ennemi de l'Europe et un prophète du retour au passé anté-européen. Pour ma part, je cherche vainement où j'ai pu tenir de pareils discours. Où l'on m'a vu sous-estimer l'importance de l'Europe dans l'histoire de la pensée humaine, où l'on m'a entendu prêcher un quelconque retour, où l'on m'a vu prétendre qu'il pouvait y avoir retour. La vérité est que j'ai dit tout autre chose. Savoir que le grand drame historique de l'Afrique a moins été sa mise en contact trop tardive avec le reste du monde que la manière dont ce contact a été opéré, que c'est au moment où l'Europe est tombée entre les mains des financiers et des capitaines d'industrie les plus dénués de scrupules, que l'Europe s'est propagée, que notre malchance a voulu que ce soit cette Europe-là que nous ayons rencontrée sur notre route, et que l'Europe est comptable devant la communauté humaine du plus haut tas de cadavres de l'histoire. Par ailleurs, jugeant l'action colonisatrice, j'ai ajouté que l'Europe a fait fort bon ménage avec tous les féodaux indigènes qui acceptaient de servir, ourdi avec eux une vicieuse complicité, rendu leur tyrannie plus effective et plus efficace, et que son action n'attendut à rien de moins qu'à artificiellement prolonger la survie des passés locaux dans ce qu'ils avaient de plus pernicieux. J'ai dit, et c'est très différent, que l'Europe colonisatrice a hanté l'abus moderne sur l'antique injustice, l'odieux racisme sur la vieille inégalité. Que si c'est un procès d'intention que l'on me fait, je maintiens que l'Europe colonisatrice est déloyale à légitimer a posteriori l'action colonisatrice par les évidents progrès matériels réalisés dans certains domaines sous le régime colonial, attendu que la mutation brusque est chose toujours possible en histoire comme ailleurs, que nul ne sait à quel stade de développement matériel eussent été ces mêmes pays sans l'intervention européenne, que l'équipement technique, la réorganisation administrative, l'européanisation en un mot de l'Afrique ou de l'Asie n'étaient, comme le prouve l'exemple japonais, aucunement liés à l'occupation européenne, que l'européanisation des continents non européens pouvait se faire autrement que sous la botte de l'Europe, que ce mouvement d'européanisation était en train, qu'il a même été ralenti, qu'en tout cas il a été faussé par la mainmise de l'Europe. À preuve qu'à l'heure actuelle, ce sont les indigènes d'Afrique ou d'Asie qui réclament des écoles et que c'est l'Europe colonisatrice qui en refuse, que c'est l'homme africain qui demande des ports et des routes, que c'est l'Europe colonisatrice qui, à ce sujet, lésine, que c'est le colonisé qui veut aller de l'avant, que c'est le colonisateur qui retient en arrière. Et je ne parle pas de Hitler, ni du garde-Sturm, ni de l'aventurier, mais du brave homme d'en face, ni du SS, ni du gangster, mais de l'honnête bourgeois. La candeur de Léon Bloy s'indignait jadis que des escrocs, des parjures, des faussaires, des voleurs, des proxénètes fussent chargés de porter aux Indes l'exemple des vertus chrétiennes. Le progrès est qu'aujourd'hui, c'est le détenteur des vertus chrétiennes qui brigue, et s'en tire fort bien, l'honneur d'administrer outre-mer, selon les procédés des faussaires et des tortionnaires. Signe que la cruauté, le mensonge, la bassesse, la corruption ont merveilleusement mordu l'âme de la bourgeoisie européenne. Je répète que je ne parle ni de Hitler, ni du SS, ni du pogrom, ni de l'exécution sommaire, mais de telles réactions surprises, de tels réflexes admis, de tels cynismes tolérés, et si on veut des témoignages, de telles scènes d'hystérie anthropophagique à laquelle il m'a été donné d'assister à l'Assemblée nationale française. Bigre, mes chers collègues, comme on dit, je vous ôte mon chapeau d'anthropophage, bien entendu. Pensez donc, 90 000 morts à Madagascar, l'Indochine piétinée, broyée, assassinée, des tortures ramenées du fond du Moyen-Âge, et quel spectacle! Ce frisson d'aise qui vous revigorait les somnolences, ces clameurs sauvages, Bidault avec son air d'hostie conchier, l'anthropophagie paplarde et sainte-nitouche, Tête-Gêne
fils grableur en diable, l'aliboron du décervelage, l'anthropophagie des pandectes, Moutet, l'anthropophagie maquignarde, la baguenaude ronflante et du beurre sur la tête, Costefloret, l'anthropophagie fait ours mal léché, les pieds dans le plat. Inoubliable, messieurs. De belles phrases solennelles et froides comme des bandelettes, on vous ligote de malgache. De quelques mots convenus, on vous le poignarde. Le temps de se rincer le sifflet, on vous l'étripe. Le beau travail, pas une goutte de sang ne sera perdue. La violence, celle des faibles. Chose significative, ce n'est pas par la tête que les civilisations pourrissent, c'est d'abord par le cœur. Oh, le racisme de ces messieurs ne me vexe pas, il ne m'indigne pas, je prends seulement connaissance, je le constate et c'est tout. Je lui sais presque gré de s'exprimer et de paraître au grand jour. Signe que l'intrépide classe qui monta jadis à l'assaut des Bastilles a les jarrets coupés. Signe qu'elle se sent mortelle. Signe qu'elle se sent cadavre. Et quand le cadavre bafouille, ça donne des choses dans le goût que voici. Il n'y avait que trop de vérité dans ce premier mouvement des Européens qui refusèrent au siècle de Colomb de reconnaître leurs semblables dans des hommes dégradés qui peuplaient le Nouveau Monde. On ne saurait fixer un instant ses regards sur le sauvage sans lire l'anathème écrit « Je ne dis pas seulement dans son âme », mais jusque sur la forme extérieure de son corps. Et c'est signé Joseph de Maistre. Ça, c'est la mouture mystique. Et puis, ça donne encore ceci. Au point de vue sélectionniste, je regarderais comme fâcheux le très grand développement numérique des éléments jaunes et noirs qui serait d'une élimination difficile. Si toutefois la société future s'organise sur une base dualiste, avec une classe dolico-blonde dirigeante et une classe de race inférieure confinée dans la main-d'œuvre la plus grossière, il est possible que ce dernier rôle incombe à des éléments jaunes et noirs. En ce cas d'ailleurs, il ne serait pas une gêne, mais un avantage pour les dolico-blonds. Il ne faut pas oublier que l'esclavage n'a rien de plus anormal que la domestication du cheval ou du bœuf. Il est donc possible qu'ils reparaissent dans l'avenir sous une forme quelconque. Cela se produira même probablement d'une manière inévitable si la solution simpliste n'intervient pas. Une seule race supérieure nivelée par sélection. Ça, c'est la mouture scientiste et c'est signé Lapouge. Et ça donne encore ceci, cette fois mouture littéraire. Je sais que je dois me croire supérieur aux pauvres bayas de la Mambéré. Je sais que je dois avoir l'orgueil de mon sang. Lorsqu'un homme supérieur cesse de se croire supérieur, il cesse effectivement d'être supérieur. Lorsqu'une race supérieure cesse de se croire une race élue, elle cesse effectivement d'être une race élue. Et c'est signé Psychari, soldat d'Afrique. Encore une fois, je fais systématiquement l'apologie de nos vieilles civilisations nègres. C'étaient des civilisations courtoises. Et alors, me dira-t-on, le vrai problème est d'y revenir. Non, je le répète, nous ne sommes pas les hommes du ou ceci ou cela. Pour nous, le problème n'est pas d'une utopique et stérile tentative de réduplication, mais d'un dépassement. Ce n'est pas une société morte que nous voulons faire revivre. Nous laissons cela aux amateurs d'exotisme. Ce n'est pas davantage la société coloniale actuelle que nous voulons prolonger, la plus carne qui ait jamais pourri sous le soleil. C'est une société nouvelle qu'il nous faut, avec l'aide de tous nos frères esclaves créés, riche de toute la puissance productive moderne, chaude de toute la fraternité antique. On ne peut pas dire que le petit bourgeois n'a rien lu, il a tout lu, tout dévoré au contraire. Seulement son cerveau fonctionne à la manière de certains appareils digestifs de type élémentaire. Il filtre. Et le filtre ne laisse passer que ce qui peut alimenter la couenne de la bonne conscience bourgeoise. Les Vietnamiens, avant l'arrivée des Français dans leur pays, étaient des gens de culture vieille, exquise, raffinée, se rappellent, indisposent la Banque d'Indochine, faites fonctionner l'oublioir. Ces malgaches que l'on torture aujourd'hui étaient il y a moins d'un siècle des poètes, des artistes, des administrateurs. Chut! Et le silence se fait profond comme un coffre-fort. Heureusement qu'il reste les nègres. Ah, les nègres! Parlons-en des nègres.
Eh bien oui, parlons-en. Des empires soudanais, des bronzes du Bénin, de la culture Chongo, je veux bien. Ça nous changera de tant de sensationnels navets qui adornent tant de capitales européennes, de la musique africaine, pourquoi pas. Et de ce qu'on dit, de ce qu'ont vu les premiers explorateurs, pas de ceux qui mangent au râtelier des compagnies, mais les Delbé, des Marchais, les Pigafetta, et puis de Frobenius. Hein, vous savez qui c'est, Frobenius? Et nous lisons ensemble, civilisé jusqu'à la moelle des os, l'idée du nègre barbare est une invention européenne. Le petit bourgeois ne veut plus rien entendre. D'un battement d'oreille, il chasse l'idée. L'idée, la mouche importune. Donc, camarades, te seront ennemis de manière haute, lucide et conséquente, non seulement gouverneurs sadiques et préfets tortionnaires, non seulement colons flagellants et banquiers goulus, non seulement macroteurs, politiciens, lèches, chèques et magistrats aux ordres, mais pareillement et au même titre, journalistes fielleux, académiciens goitreux endollardés de sottises, ethnographes, métaphysiciens et dogonneux, théologiens farfelus, intellectuels jaspineux, sortis tout puants de la cuisse de Nietzsche ou chutés calendaires fils de roi dont ne sait quelle pléiade, les paternalistes, les embrasseurs, les corrupteurs, les donneurs de tapes dans le dos, les amateurs d'exotisme, les diviseurs, les sociologues agrariens, les endormeurs, les mystificateurs, les baveurs, les matagraboliseurs et d'une manière générale, tous ceux qui, jouant leur rôle dans la sordide division du travail pour la défense de la société occidentale et bourgeoise, tentent de maintenir diverses et par diversion infâme de désagréger les forces du progrès, quitte à nier la possibilité même du progrès, tous suppôts du capitalisme, tous tenants déclarés ou honteux du colonialisme pillard, tous responsables, tous haïssables, tous négriers, tous redevables désormais de l'agressivité révolutionnaire. Et balez-moi tous les obscurcisseurs, tous les inventeurs de subterfuges, tous les charlatans mystificateurs, tous les manieurs de charabia, et n'essaie pas de savoir si ces messieurs sont personnellement de bonne ou de mauvaise foi, s'ils sont personnellement bien ou mal intentionnés, s'ils sont personnellement, c'est-à-dire dans leur conscience intime de Pierre ou Paul, colonialistes ou non, l'essentiel étant que leur très aléatoire bonne foi subjective est sans rapport aucun avec la portée objective et sociale de la mauvaise besogne qu'ils font de chiens de garde du colonialisme. Et dans cet ordre d'idées, je cite, à titre d'exemple, pris à dessein dans des disciplines très différentes, de Gourou son livre « Les pays tropicaux », où, parmi des vues justes, la thèse fondamentale s'exprime partiale, irrecevable, qu'il n'y a jamais eu de grande civilisation tropicale, qu'il n'y a jamais eu de civilisation grande que de climat tempéré, que, dans tout pays tropical, le germe de la civilisation vient et ne peut venir que d'un ailleurs extra-tropical, et que sur les pays tropicaux pèse, à défaut de la malédiction biologique des racistes, du moins, et avec les mêmes conséquences, une non moins efficace malédiction géographique. Du révérend père Temples, missionnaire belge, sa philosophie bantoue vaseuse et méphitique à souhait, mais découverte de manière très opportune, comme par d'autres l'hindouisme, pour faire place au matérialisme communiste qui menace, paraît-il, de faire des nègres des vagabonds moraux. Des historiens ou des romanciers de la civilisation, c'est tout un nom de tel ou tel, de tous ou presque, leur fausse objectivité, leur chauvinisme, leur racisme sournois, leur vicieuse passion à dénier aux races non blanches, singulièrement aux races mélaniennes, tout mérite, leur monomanie à monopoliser au profit de la leur toute gloire. Des psychologues, sociologues, etc., leur vue sur le primitivisme, leurs investigations dirigées, leur généralisation intéressée, leurs spéculations tendancieuses, leur insistance sur le caractère en marge, le caractère à part des non-blancs, leur reniement pour les besoins de la cause, dans le temps même où chacun de ces messieurs se réclame pour accuser de plus haut l'infirmité de la pensée primitive, du rationalisme leur plus ferme, leur reniement barbare de la phrase de Descartes, charte de l'universalisme, que la raison est tout entière en chacun et qu'il n'y a du plus ou du moins qu'entre les accidents et non point entre les formes ou natures des individus d'une même espèce. Mais n'allons pas trop vite, il vaut la peine de suivre quelques-uns de ces messieurs.
je ne m'étendrai pas sur le cas des historiens, ni celui des historiens de la colonisation, ni celui des égyptologues, le cas des premiers étant trop évident, dans le cas des seconds, le mécanisme de leur mystification ayant été définitivement démontré par Cheikh Anta Diop dans son livre « Nation, nègre et culture », le plus audacieux qu'un nègre ait jusqu'ici écrit et qui comptera, à n'en pas douter, dans le réveil de l'Afrique. Mais il y a pour ces messieurs un malheur, c'est que l'entendement bourgeois est de plus en plus rebelle à la finasserie et que leurs maîtres sont condamnés à se détourner d'eux de plus en plus pour applaudir de plus en plus d'autres, moins subtils et plus brutaux. C'est très précisément cela qui donne une chance à un journaliste du Monde. Et en effet, voici sur le plateau du journal, bien sagement rangées, ces petites offres de service. Aucune surprise possible, tout garanti, efficacité éprouvée, toute expérience faite et concluante. C'est d'un racisme qu'il s'agit, d'un racisme français, encore maigrelet certes, mais prometteur, oyez plutôt. Notre lectrice, une dame professeure qui a eu l'audace de contredire l'irascible journaliste, éprouve, en contemplant deux jeunes métis, ses élèves, l'émotion de fierté que lui donne le sentiment d'une intégration croissante à notre famille française. Son émotion serait-elle la même si elle voyait à l'inverse la France s'intégrer dans la famille noire ou jaune ou rouge, peu importe, c'est-à-dire se diluer, disparaître? C'est clair pour notre journaliste, c'est le sang qui fait la France. Et les bases de la nation sont biologiques, son peuple, son génie, sont faits d'un équilibre millénaire, vigoureux et délicat à la fois, et certaines ruptures inquiétantes de cet équilibre coïncident avec l'infusion massive et souvent hasardeuse de sang étranger qu'elle a dû subir depuis une trentaine d'années. En somme, le métissage, voilà l'ennemi. Plus de crise sociale, plus de crise économique, il n'y a plus que des crises raciales. Bien entendu, l'humanisme ne perd point ses droits, nous sommes en Occident, mais entendons-nous. Ce n'est pas en se perdant dans l'univers humain avec son sang et son esprit que la France sera universelle, c'est en demeurant elle-même. Voilà où en est arrivée la bourgeoisie française 5 ans après la défaite de Hitler, et c'est en cela précisément que réside son châtiment historique d'être condamné, y revenant comme par vice, à remâcher le vomi de Hitler. Car enfin, notre journaliste en était encore à fignoler des romans paysans, des drames de la terre, des histoires de mauvais œil, quand l'œil autrement mauvais qu'un agreste héros de Jettatura, Hitler, annonçait « Le but suprême de l'État-peuple est de conserver les éléments originaires de la race qui, en répandant la culture, crée la beauté et la dignité d'une humanité supérieure. » Cette filiation, notre journaliste la connaît, il n'a garde d'en être gêné, fort bien, c'est son droit, comme ce n'est pas notre droit de nous en indigner. Car enfin, il faut prendre son parti et dire, une fois pour toutes, que la bourgeoisie est condamnée à être chaque jour plus hargneuse, plus ouvertement féroce, plus dénuée de pudeur, plus sommairement barbare, que c'est une loi implacable, que toute classe décadente se voit transformée en réceptacle où affluent toutes les eaux sales de l'histoire, que c'est une loi universelle, que toute classe, avant de disparaître, doit préalablement se déshonorer complètement, omnilatéralement, et que c'est la tête enfouie sous le fumier que les sociétés moribondes poussent leur chant du cygne. Au fait, le dossier est accablant. Un rude animal qui, par l'élémentaire exercice de sa vitalité, répand le sang et sème la mort. On se souvient qu'historiquement, c'est sous cette forme d'archétype féroce que se manifesta à la conscience et à l'esprit des meilleurs la révélation de la société capitaliste. L'animal s'est anémié depuis, son poil s'est fait rare, son cuir décati, mais la férocité est restée, tout juste mêlée de sadisme. Hitler a bon dos, Rosenberg a bon dos, Jünger et les autres, le SS a bon dos, mais ceci. Tout en ce monde sue le crime, le journal, la muraille et le visage de l'homme. C'est du Baudelaire, et Hitler n'était pas né, preuve que le mal vient de plus loin. Et Isidore Ducasse conte de Lautréamont. À ce sujet, il est grand temps de dissiper l'atmosphère de scandale qui a été créée autour des chants de Maldoror. Monstruosité, aérolite littéraire, délire d'une imagination malade à London, comme c'est commode. La vérité
et que Lautréamont n'a eu qu'à regarder, les yeux dans les yeux, l'homme de fer forgé par la société capitaliste pour appréhender le monstre quotidien, son héros. Nul ne nie la véracité de Balzac, mais attention, faites vos trains, retour des pays chauds, donnez-lui des ailes de l'archange et les frissons du paludisme, faites-le accompagner sur le pavé parisien d'une escorte de vampires uruguayens et de fourmis tambocha, et vous aurez Maldoror. Variante du décor, mais c'est bien du même monde, c'est bien du même homme qu'il s'agit, dur, inflexible, sans scrupules, amateur comme pas un de la viande d'autrui. Pour ouvrir ici une parenthèse dans ma parenthèse, je crois qu'un jour viendra où tous les éléments réunis, toutes les sources dépouillées, toutes les circonstances de l'œuvre élucidées, il sera possible de donner des chants de Maldoror une interprétation matérialiste et historique qui fera apparaître que cette épopée forcenée a un aspect par trop méconnu, celui d'une implacable dénonciation d'une forme très précise de société telle qu'elle ne pouvait échapper au plus aigu des regards vers l'année 1865. Auparavant, bien entendu, il aura fallu débroussailler la route des commentaires occultistes et métaphysiques qui l'offusquent, redonner son importance à telle strophe négligée, celle par exemple, entre toutes étranges, de la mine de Pou, où on acceptera de voir ni plus ni moins que la dénonciation du pouvoir maléfique de l'or et de la thésaurisation, restituer sa vraie place à l'admirable épisode de l'omnibus et consentir à y trouver très platement ce qui y est, savoir la peinture à peine allégorique d'une société où les privilégiés confortablement assis refusent de se serrer pour faire place au nouvel arrivant. Et, soit dit en passant, qui recueille l'enfant durement rejeté? Le peuple, ici représenté par le chiffonnier de Baudelaire, et sans prendre souci des mouchards, ses sujets, épanche tout son cœur en glorieux projets. Il prête des serments, dicte des lois sublimes, terrasse les méchants, relève les victimes. Alors, n'est-il pas vrai, on comprendra que l'ennemi dont Lautréamont a fait l'ennemi, le créateur anthropophage et décerveleur, le sadique juché sur un trône formé d'excréments humains et d'or, l'hypocrite, le débauché, le fainéant qui mange le pain des autres et que l'on retrouve de temps en temps ivre-mort comme une punaise qui a mâché pendant 3 nuits 3 tonneaux de sang, on comprendra que ce créateur-là, ce n'est pas derrière le nuage qu'il faut aller le chercher, mais que nous avons plus chance de le trouver dans l'annuaire défaussé et dans quelques confortables conseils d'administration. Mais laissons cela. Les moralistes n'y peuvent rien. La bourgeoisie, en tant que classe, est condamnée, qu'on le veuille ou non, à prendre en charge toute la barbarie de l'histoire, les tortures du Moyen-Âge comme l'Inquisition, la raison d'État comme le bellicisme, le racisme comme l'esclavagisme, bref, tout ce contre quoi elle a protesté, et en termes inoubliables, du temps que, classe à l'attaque, elle incarnait le progrès humain. Les moralistes n'y peuvent rien, il y a une loi de déshumanisation progressive, en vertu de quoi, désormais, à l'ordre du jour de la bourgeoisie, il ne peut y avoir maintenant que la violence, la corruption et la barbarie. J'allais oublier la haine, le mensonge, la suffisance. La conclusion s'impose. Face aux anthropophages, aux dépeceurs et autres comprachicos, l'Europe, l'Occident, incarne le respect de la dignité humaine. Mais passons et pressons, crainte que notre pensée ne s'égare vers Alger, le Maroc et autres lieux où, à l'heure même où j'écris ceci, tant de vaillants fils de l'Occident dans le clair-obscur des cachots prodiguent à leurs frères inférieurs d'Afrique, avec tant d'inlassable soin, ces authentiques marques de respect de la dignité humaine qui s'appellent en termes techniques la baignoire, l'électricité, le goulot de bouteille. Des valeurs inventées jadis par la bourgeoisie et qu'elle lança à travers le monde, l'une est celle de l'homme et de l'humanisme, et nous avons vu ce qu'elle est devenue. L'autre est celle de la nation. C'est un fait, la nation est un phénomène bourgeois. Mais précisément,
Si je détourne les yeux de l'homme pour regarder les nations, je constate qu'ici encore le péril est grand, que l'entreprise coloniale est au monde moderne ce que l'impérialisme romain fut au monde antique, préparateur du désastre et fourrier de la catastrophe. Et quoi? Les Indiens massacrés, le monde musulman vidé de lui-même, le monde chinois pendant un bon siècle souillé et dénaturé, le monde nègre disqualifié, d'immenses voix à tout jamais éteintes, des foyers dispersés au vent, tout ce bousillage, tout ce gaspillage, l'humanité réduite au monologue. Et vous croyez que tout cela ne se paie pas? La vérité est que dans cette politique, la perte de l'Europe elle-même est inscrite et que l'Europe, si elle n'y prend garde, périra du vide qu'elle a fait autour d'elle. On n'a cru n'abattre que des Indiens ou des Hindous ou des Océaniens ou des Africains. On a en fait renversé les uns après les autres les remparts en deçà desquels la civilisation européenne pouvait se développer librement. Je sais tout ce qu'il y a de fallacieux dans les parallèles historiques, dans celui que je vais esquisser notamment, cependant que l'on me permette ici de recopier une page de Quinet pour la part non négligeable de vérité qu'elle contient et qui mérite d'être méditée. La voici. On demande pourquoi la barbarie a débouché d'un seul coup dans la civilisation antique. Je crois pouvoir le dire. Il est étonnant qu'une cause si simple ne frappe pas tous les yeux. Le système de la civilisation antique se composait d'un certain nombre de nationalités, de patries, qui, bien qu'elles semblassent ennemies, ou même qu'elles s'ignorassent, se protégeaient, se soutenaient, se gardaient l'une l'autre. Quand l'Empire romain, en grandissant, entreprit de conquérir et de détruire ces corps de nations, les sophistes éblouis crurent voir, au bout de ce chemin, l'humanité triomphante dans Rome. On parla de l'unité de l'esprit humain, ce ne fut qu'un rêve. Il se trouva que ces nationalités étaient autant de boulevards qui protégeaient Rome elle-même. Lors donc Rome, dans cette prétendue marche triomphale vers la civilisation unique, eut détruit l'une après l'autre Carthage, l'Égypte, la Grèce, la Judée, la Perse, la Dacie, les Gaules. Il arriva qu'elle avait dévoré elle-même les digues qui la protégeaient contre l'océan humain sous lequel elle devait périr. Le magnanime César, en écrasant les Gaules, ne fit qu'ouvrir la route aux Germains. Tant de sociétés, tant de langues éteintes, de cités, de droits, de foyers anéantis firent le vide autour de Rome, et là où les barbares n'arrivaient pas, la barbarie naissait d'elle-même. Les Gaulois détruits se changeaient en bagaudes. Ainsi la chute violente, l'extirpation progressive des cités particulières causa l'écroulement de la civilisation antique. Cet édifice social était soutenu par les nationalités comme par autant de colonnes différentes de marbre ou de porphyre. Quand on nous détruit, aux applaudissements des sages du temps, chacune de ces colonnes vivantes, l'édifice tomba par terre et les sages de nos jours cherchent encore comment on put se faire en un moment de si grandes ruines. Et alors, je le demande, qu'a-t-elle fait d'autre, l'Europe bourgeoise? Elle a sapé les civilisations, détruit les patries, ruiné les nationalités, extirpé la racine de diversité. Plus de digues, plus de boulevards. L'heure est arrivée du barbare moderne. Violence, démesure, gaspillage, mercantilisme, bluff, grégarisme, la bêtise, la vulgarité, le désordre. En sorte que le danger est immense, en sorte que si l'Europe occidentale ne prend d'elle-même en Afrique, en Océanie, à Madagascar, c'est-à-dire aux portes de l'Afrique du Sud, aux Antilles, c'est-à-dire aux portes de l'Amérique, l'initiative d'une politique des nationalités, l'initiative d'une politique nouvelle, fondée sur le respect des peuples et des cultures. Que dis-je, si l'Europe ne galvanise les cultures moribondes ou ne suscite des cultures nouvelles, si elle ne se fait réveilleuse de patrie et de civilisation, ceci dit sans tenir compte de l'admirable résistance des peuples coloniaux que symbolise actuellement le Vietnam de façon éclatante, mais aussi l'Afrique du RDA, l'Europe se sera enlevée à elle-même son ultime chance et de ses propres mains tirer sur elle-même le drap des mortelles ténèbres. Ce qui, en est, veut dire que le salut de l'Europe n'est pas l'affaire d'une révolution dans les méthodes, c'est l'affaire de la révolution, celle qui,
à l'étroite tyrannie d'une bourgeoisie déshumanisée substituera, en attendant la société sans classe, la prépondérance de la seule classe qui est encore mission universelle, car dans sa chair elle souffre de tous les maux de l'histoire, de tous les maux universels, le prolétariat.